On parle de personnes qui, s'ils ne travaillent pas, sont à la rue. C'est ça aujourd'hui la réalité. Donc comment voudrait-on, ou comment pourrions-nous maintenant considérer qu'il faudrait débattre sur le fait de travailler au noir ou pas? Mais on n'en est plus là. C'est une nécessité. Olivier, je me permets simplement de rebondir sur les propos de Laurence tout à l'heure et sans vouloir alimenter d'autres solutions volontairement. Elle nous disait, si on abandonne les charges sociales, les lois ONSS, tout ça, si on double le droit passerelle comme c'est prévu, bref, si on réduit à zéro finalement les coûts des coiffeurs et si on les aide comme il se doit, alors oui, il y a moyen d'éviter le travail au noir. Est-ce qu'en passer par là, multiplier les aides, les donner à temps et supprimer les coûts, ça peut suffire? Eh bien écoutez, moi je vais aller plus loin dans la réflexion. Ça n'intéresse absolument pas à nos politiciens d'aider les coiffeurs et tous les métiers de contact ou tous les métiers qui ont dû arrêter. Pourquoi? Tout simplement, monsieur. Parce que si les coiffeurs ferment, si la personne X, Y, Z ou ferme, qu'est-ce qu'il y aura derrière? Eh bien il y aura la personne R, S ou T pour reprendre et pour payer des lois sociales à sa place. Mais par contre, les personnes qui auront fermé, qui auront fait faillite, qui se seront pas donné la mort, puisque là il n'y aura plus rien à demander, mais les personnes qui auront fait faillite, leur dû, il faudra encore le payer. Donc ça n'intéresse absolument personne en tant que politique d'aider les personnes qui sont dans le besoin. Pourquoi? Parce que les sommes resteront dues. C'est ça le problème. Alors oui, il faudrait vraiment aider ces gens en annulant simplement et purement leurs charges. Mais ça n'intéresse personne au niveau politique. Alors on les voit tous abasourdis, tristes et malheureux à chaque comité de concertation. Mais réagissez, au lieu de tergiverser. Ils ne font que ça depuis des mois, tergiverser. Le message est en tout cas très clair ce matin, Olivier. Il y a d'autres possibilités sur la table, à charge pour les politiques qui nous écoutent peut-être en ce moment, de mettre en place les idées dont nous venons de parler. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette conversation du côté de Charleroi. On part à Bruxelles. Bonjour Françoise. Non, c'est François. François, excusez-moi, je vous ai féminisé le temps d'un instant, mais revenons, si vous le voulez bien, à votre parole, puisqu'elle est essentielle ce matin. On revient sur la première conversation qui nous occupait, qui est de savoir si la solidarité existait encore en ce moment entre les Belges. Éditorial ce matin de Béatrice Delvaux dans Le Soir, qui dit « Le virus tue deux fois, il tue non seulement les gens, mais il tue aussi la solidarité, le collectif ». Est-ce que vous avez l'impression qu'on en est réduit ce matin et pour les semaines qui viennent à du chacun pour soi? Mais voilà, c'est ce que je pense aussi. Et malheureusement, c'est ce que je dis. Moi qui suis retraité, faites-moi confiance. Je me sacrifie ma pension pour cette petite bande d'idiots, excusez-moi les termes, qui ne prennent pas conscience de la situation. C'est qui vous visez derrière cette bande d'idiots, François? S'il vous plaît. Vous visez qui en parlant d'une bande d'idiots? Les jeunes qui font du n'importe quoi. Ils veulent sortir, ils y vont, ils font des fiestas à gauche, ils font des fiestas à droite. Mais on était tellement fiers. La retraite, c'est pour en profiter aussi. François. Actuellement, je suis en train, heureusement, j'ai l'avantage d'avoir un petit jardin, mais je ne sais pas aller à la pétanque, je ne sais pas aller boire un verre avec des amis, une tasse de thé ou un petit verre de bière. Je ne sais même pas aller au restaurant. Pour ça, tout ça parce que on est reconfiné, parce que les gens ne tiennent pas, ne savent pas tenir, comme on dit, la situation en main. François, je vous entends ce matin, on était tellement fiers lors du premier confinement, en mars, avril, mai dernier, de dire il y a une solidarité extraordinaire entre les générations qui s'est mise en place, avec des actions parfois très concrètes, faire les courses pour les aînés, des choses comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est réduit à ce chacun pour soi dont vous parlez? Qu'est-ce qui a changé dans l'intervalle? Mais selon moi, c'est parce que les gens en ont marre donc d'attendre, et c'est ce que moi je dis. Si c'était moi le ministre, un des ministres, pour moi il y a déjà longtemps que j'ai fermé les frontières. Moi j'ai encore un voisin qui est parti ici, il n'est pas loin de chez moi. Il est parti avec sa famille en Italie, et faites-moi confiance, je sais très bien, quand il est revenu la première fois, vous croyez qu'il s'est confiné, il a fait comme si de rien n'était, il se balade. Mais moi je suis pas le policier de quartier, donc c'est pas à moi de me mêler de ces affaires-là. Mais je dis, si tout le monde se sacrifie convenablement pendant un temps bien strict, on serait déjà sorti de l'auberge depuis longtemps. Ah, si je vous comprends bien ce matin, François, vous faites partie de ceux qui nous disent oui, la solidarité, le sens du collectif, ça peut revenir, à condition peut-être d'avoir des mesures encore plus strictes que ça ne l'est pour l'instant. Merci François, et merci d'avoir fait un détour par la conversation ce matin. On part à Bligny, on rejoint Michael. Bonjour Michael. On ouvre le deuxième débat avec vous qui nous ramène à la question du terrorisme, l'affaire Faisal Chefou, qui a fait le tour d'un plateau télé normal, notamment hier soir, pour dire à quel point il avait été maltraité en prison.
La question est de savoir si finalement cet épisode horrible qu'il a vécu, disons-le, se justifie par la cause que représente la lutte contre le terrorisme. est-ce que finalement on peut faire des erreurs quand la cause est aussi importante que ça? Je pense qu'on peut faire des erreurs, oui, mais pas dans son cas à lui. Je pense que on a fait vraiment des amalgames, ils ont fait des amalgames directement, ils ont même pas recoupé des... Voilà, c'était directement parce que c'est pas parce que lui était habité à 200 mètres que forcément c'était lui. Quand je vois ce qui lui est arrivé, non, surtout que quand on voit la vidéo, quand on voit toutes les preuves qu'ils avaient, non, on peut pas se tromper. Moi, ça me touche parce que, je veux dire, j'ai aussi eu des problèmes parce qu'il y avait quelqu'un qui a le même nom que moi, qui est allié, j'ai la même date, ça arrive. Et j'ai déjà eu plein de fois des gens qui venaient à la police, qui venaient trouver pour cette personne-là. Donc c'est pas possible, on peut pas se tromper sur ça parce que voilà, c'est trop important. Et puis quand je vois le traitement qu'il a eu, non, on peut pas taper quelqu'un comme ça en prison pendant 5 jours, le traiter, même le directeur de la prison, comment ils ont traité, mais ça ne m'étonne pas comment ils l'ont traité, c'est ça que ça ne me choque pas. Jean-Marc nous parlait tout à l'heure dans la conversation d'un délit de faciès, il allait même jusqu'à utiliser l'expression délit de sale gueule. Est-ce que pour vous on en est encore là aujourd'hui à mettre des gens 3, 4, 5 jours en prison sous prétexte qu'ils ont, entre guillemets, et prenons énormément de guillemets et de pincettes ce matin, la tête de l'emploi? Totalement, oui, totalement, ça je suis sûr et certain. Vous en avez vous-même été victime? Non, j'en ai pas été victime, mais je suis sûr et certain que ça se passe comme ça, que ça se passe encore comme ça dans les polices voilà, parce que avec l'évolution, c'est comme ça. Mais bon voilà, c'est clair qu'on ne peut pas enfermer quelqu'un sans preuve, là il y a la présomption d'innocence, et là elle est bafouée, même votre droit, elle est bafouée, parce que finalement on lui explique rien, on le jette comme ça, et puis quand je vois le directeur de prison qui réagit comme ça, est-ce qu'ils ne doivent pas être neutres? Pour moi la police, c'est son travail, je suis d'accord, mais je pense qu'il doit y avoir d'abord des enquêtes, avant de juger, c'est pas à la police de dire toi t'as fait ça, toi non, sauf s'il est prêt à flagrant délit, là on est bien d'accord. Alors j'en entends dire ce matin, Michael, au diable le passé. Oui, il y a eu une erreur, mais pour peu que la Belgique la répare, comme elle l'a fait peut-être déjà récemment une première fois à travers un non-lieu, et pour peu qu'il y ait un dédommagement qui s'en suive dans les semaines ou dans les années qui viennent, finalement c'est acceptable. Est-ce que le fait d'avoir un dédommagement permet d'oublier les erreurs? D'oublier non, mais je pense que déjà il faut se dire que la justice, déjà pour vous dire on a fait une erreur, c'est déjà, ça leur fait déjà du mal. Donc ils l'ont fait, c'est bien. Mais je pense que la personne elle a perdu 5 ans de sa vie, parce qu'elle n'a pas pu retrouver du travail, on l'a sali dans les médias, on l'a acheté quand même 5 jours en prison. Alors on me dit, quand j'entends les autres commentaires de marrant, ouais mais c'est peut-être lui parce qu'il était à 200 mètres, mais ils n'ont pas compris que c'est pas lui. C'est ça que je comprends pas même maintenant, avec ça, parce que la femme elle dit, ouais il a montré son papier du juge, mais on ne sait pas si c'est vrai. Mais c'est aberrant, quoi. Non, d'où l'importance de rappeler la vérité judiciaire, comme on l'a dit ce matin, il y a bien eu un non-lieu, il y a même eu des excuses de la magistrate, c'était en décembre dernier. Et puis la magistrate ils disent aussi que vous êtes une victime de l'attentat. Donc alors quand j'entends dire, ouais mais il ressort que 5 ans après, ouais mais les excuses il les a eu que maintenant, il les a pas eu il y a 2 ans, il y a 3 ans, donc c'est maintenant qu'il sort. Pourquoi? Parce que il était toujours en instruction de l'affaire, il n'a jamais été blanchi, donc il vient à peine d'être blanchi maintenant. Des traces indélébiles, c'est votre message, voilà. Michael, ce matin du côté de Blény. Et non, la lutte contre le terrorisme ne justifie pas tout. On revient dans quelques instants sur Viva et sur la Une avec Fernandez pour ce débat au sujet des coiffeurs. Est-ce que finalement vous les compreniez quand ils disent devoir travailler au noir? Est-ce qu'on fait l'impasse? Est-ce qu'on ferme les yeux? On revient dans un instant sur Viva. Deleuze présente, quelle que soit votre humeur du moment, vous avez toujours le temps pour un repas frais. Un burger par exemple. Rapido alors, un bapao dans le micro-ondes, coriandre, sauce chili et yiha. Ou à l'aise, un peu de guacamole sur du pain grillé pour la base, et puis on enchaîne burger, fromage, tomate, salade, et voilà. Ou la totale, un vrai burger. Des oignons caramélisés, une viande tendre et des frites de patates douces. La classe américaine. Vivre sainement, ça commence en cuisinant. Alors allez-y, en ce moment, nos Butcher's Burgers sont en 1+1 gratuit. Deleuze, du côté de la vraie vie. Conditions en magasin. Oui, les conditions bâtiments chez Ixtina, c'est maintenant. Jusqu'à 6 électrofaires avec 5 ans de garantie. Info en magasin ou sur ixtina.be. Oui, à vos rêves. Écoute, l'aspirateur, il fait un drôle de bruit, non? Là. Ça y est, mon cher. Non mais t'entends pas? Même vos électros en ont marre de payer trop. Rendez-vous sur méga.be et finissez-en avec votre facture d'énergie trop chère. Méga, la même énergie, juste moins cher. Chez De Groove Petercam,
Nos experts partagent la même préoccupation depuis 150 ans.